Alors, le chat de ma fille est mort la semaine dernière et elle pleure beaucoup, je ne sais pas quoi, et dans l'autre message, il y avait dire et faire. Eh bien, je ne sais pas s'il y a des choses à dire ou à faire. En tout cas, déjà, j'envoie plein d'amour à ta fille. Je peux comprendre totalement le désarroi et la tristesse dans laquelle elle peut se sentir, parce que je sais pas ni le parcours de ta fille, ni quel âge elle a, mais en tout cas, ça peut être peut-être les premières expériences avec la mort, avec toute la représentation elle peut se faire, et puis la représentation aussi des adultes, hein, qu'on transmet aussi à nos enfants. En tout cas, quel est le cœur qui puisse être brisé, je ne sais pas quel mot elle mettrait, hein, puis je ne veux pas en mettre pour elle, mais qu'elle pleure beaucoup, bah, ça peut s'expliquer. Une semaine, c'était bah, il n'y a pas longtemps. Donc je crois que la première chose à faire, évidemment, c'est lui envoyer plein d'amour, de l'entourer toute notre donc l'entourer de notre tendresse parce que voilà les animaux ils ont une importance pas pour tout le monde mais pour certains et je sais de quoi je parle mais tellement primordial tellement essentiel dans la vie. C'est des compagnons, hein. Moi, quand j'étais petite, je me souviens que j'avais un chien et je lui avais dit un jour, je t'interdis de mourir parce qu'autrement, je ne survivrai pas moi non plus. Voilà, donc c'est pour souligner, au-delà de vous raconter mon histoire personnelle, mais c'est pour vous souligner à quel point, pour certains enfants et certains adultes, puisque aujourd'hui aussi, pour moi, c'est essentiel, mais les animaux ont vraiment toute leur place et leur importance. Après, ça peut être. Ce qui serait intéressant, c'est de voir aussi comment s'est déroulé le rituel de ce passage. Est-ce que vous l'avez accompagné peut-être par des rituels d'enterrement, des petits mots, des petites phrases. Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place pour accompagner en fait ce passage? Si c'est pas le cas, voilà, c'est ok, ça s'est fait autrement, ça peut être repris, hein, ça peut être l'occasion de parler de tout ça. Si elle a envie, si elle est prête à mettre des mots, c'est aussi lui demander ce qu'elle ressent. Parce que parfois on peut aussi en tant qu'adulte projeter nos propres peurs ou nos propres émotions sur ce que les enfants ressentent, donc plutôt de lui dire ah oui, t'es triste, etc. Même si elle manifeste des larmes, ce qui est intéressant, c'est de lui dire bah, comment tu te sens en fait, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe pour toi, est-ce que moi je peux t'aider à quelque chose. Ça peut être des questions qu'on peut lui proposer aussi. Et puis c'est une invitation aussi, bah, du coup, à te parler de la mort. C'est qu'est-ce que c'est pour elle la mort, comment elle se représente ça, qu'est-ce qu'elle imagine, sans forcément y amener tout de suite nos propres représentations de la mort et nos propres expériences. C'est déjà d'aller observer, d'aller questionner sur qu'est-ce qu'elle met derrière ce mot de la mort. Parce qu'effectivement, on peut être très étonné. Il y a des enfants qui vont avoir une représentation toute particulière, enfin très unique en tout cas, de la mort qui différera de la vôtre. Donc c'est déjà intéressant d'aller voir ce qu'elle en raconte. Est-ce qu'elle raconte ce qu'elle a entendu ou est-ce que ça résonne vraiment profondément aussi avec ce qu'elle ressent? Parce que parfois les enfants vont répéter ce que les adultes disent, c'est-à-dire bah, la mort c'est fini, il n'y a plus rien, etc. Donc évidemment après ça va dépendre des convictions de chacun, mais déjà aller vraiment la questionner sur elle, comment elle ressent les choses, qu'est-ce qu'elle pense en fait, est-ce qu'elle pense que son chat est vraiment mort, comment elle s'imagine ça, qu'est-ce qu'elle se dit en fait, où est-ce qu'il est pour elle maintenant, où est-ce qu'il était avant qu'il naisse. Et puis, on peut ouvrir évidemment sur la question de la mort, hein. C'est, bah, toi, à ton avis, avant que tu sois dans mon ventre, où est-ce que tu pensais que tu étais? Est-ce que tu penses que tu existais? Est-ce que tu penses que tu es juste un corps? Ou est-ce que tu penses que tu es autre chose? Alors évidemment, ça va dépendre des convictions de chacun. C'est vrai que moi, j'imagine en fait hein, que la mort, c'est la disparition effectivement de ce corps physique, de cette matière incarnée, mais qu'il perdure quelque chose au-delà de ça, ce qui n'empêche pas du tout la souffrance, le désarroi quand quelqu'un ou qu'un animal meurt en fait, hein. Ça n'exclut pas la souffrance, mais en tout cas, moi j'ai aussi ce point de vue-là. Évidemment, ça va dépendre aussi de vos convictions. Je trouve qu'au-delà des convictions, chacun a le droit d'imaginer et de croire ce qu'il a envie. Le principal, c'est de laisser la porte ouverte à tout ça.
Et vous pouvez lui proposer votre manière de voir les choses, d'imaginer ce qu'est la mort, donc votre définition de la mort. Ce qui est intéressant, c'est de dire que c'est vraiment votre regard et votre point de vue et que tout est possible en fait, qu'on n'a pas forcément de réponse et que vous seriez intéressé de savoir elle comment elle imagine les choses. Voilà. Est-ce qu'elle pense que ça s'arrête? Est-ce qu'elle pense que son chat il vit d'une autre manière? Alors c'est vrai que parfois c'est important de faire attention aussi aux termes qu'on utilise parce que ça peut amener l'imaginaire des enfants à développer des choses parfois un peu étonnantes quand on dit par exemple, alors là je parle pas du chat, mais par exemple j'avais entendu une fois que le grand-père il était parti dans le ciel, donc l'enfant qui passait son temps à regarder le ciel pour chercher le grand-père, ou l'impression que le grand-père est toujours en train de regarder parce que du coup il est dans le ciel et donc il a le regard sur tout. Voilà, en fait faut imaginer que quand on dit des choses, il y a tout un imaginaire qui se déploie derrière. Évidemment qu'on ne contrôle pas forcément et dont on n'a pas la maîtrise, hein, mais c'est pour ça que le questionnement, l'interrogation va vous permettre d'amener la discussion plutôt que d'amener votre propre regard comme regard fixe ou regard unique. Voilà. Mais moi, je trouve super intéressant en tout cas que ça puisse ouvrir à cette discussion si elle est prête, évidemment, à ça, si elle a envie. Moi, évidemment, selon mon point de vue et selon mon expérience, mais c'est ce que je disais vraiment et c'est ce que je dis aux enfants en fait quand on aborde cette question-là, c'est est-ce que tu as envie en fait que je te partage moi ce que j'imagine, ce que je crois. Voilà, il y a des enfants qui vont dire non et du coup je vais pas le faire, mais ceux qui sont ok, je leur explique que moi j'imagine qu'il y a le corps et puis il y a ce qu'on appelle l'âme, c'est-à-dire quelque chose de bien plus grand, qui va se voir au travers de ce corps-là, mais qu'on n'est pas que ça. Et que quand le corps disparaît, en fait, pour moi, il y a effectivement juste ce physique qu'on ne peut plus voir, mais qu'il continue d'exister quelque chose qui est au-delà de notre vision. Voilà. Donc ça, c'est ma manière de voir et d'appréhender les choses. Évidemment, si c'est pas votre conception de la mort, ne prenez pas cette vision-là. Mais ça peut être partagé. Vous pouvez expliquer aussi qu'il y en a certains qui pensent ça de cette manière-là. Comment ça résonne pour elle, qu'est-ce qu'elle en pense. Et puis, si vous ne sentez pas la possibilité de parler de ça, il y a des livres qui existent, alors ça dépend de l'âge des enfants, mais il y a le livre, par exemple, La mort expliquée aux enfants et aussi aux parents, je ne sais plus exactement le titre du livre, et puis j'ai mangé le nom de celui qui l'a écrit. Bon, je vous le mettrai. Bon, ça y est, j'ai triché, je suis allée voir. Donc c'est La mort expliquée aux enfants et aussi aux parents. Et c'est de Jean-Jacques Charbonnier. Voilà, quand on a une mémoire de poisson rouge, au niveau des noms et des prénoms, ça donne ça. Heureusement, merci Google. Et puis, alors ce livre, moi je l'ai trouvé super intéressant. Je vous partage la manière que j'ai eu de le proposer à mon fils. C'est que moi je l'ai lu en amont. J'ai pas tout lu d'ailleurs, j'ai lu certains passages. Je lui ai proposé de le lire avec lui. Au départ, il m'a dit non, un nom formel. Donc j'ai continué à le lire et puis une fois dans la voiture, on parlait de je sais plus quoi, et du coup on parlait de la mort et je lui ai raconté en fait un passage du livre en lui expliquant ce que j'avais découvert, etc. Que c'était comme un peu une histoire. Il a trouvé ça à ce moment-là assez passionnant et le soir quand j'avais le bouquin dans le lit, il m'a demandé en fait de continuer à le lire. Voilà. Donc ça peut être une porte d'entrée. Et puis je vais me faire de la pub parce que j'ai écrit aussi un conte qui s'appelle D'un monde à l'autre et qui parle de la mort d'une petite fille, mais l'histoire est un petit peu détournée puisque ça se passe dans la mer et que c'est une perle de nacre. Voilà. Donc j'aborde ce thème-là aussi au travers de ce conte magnifiquement illustré par Élodie et son fils. Marius Co. Voilà, que j'embrasse si jamais il regarde. Donc voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, il y a beaucoup de contes, il y a beaucoup de livres qui sont publiés autour de ce thème-là, qui peuvent vous accompagner. Il y a sans doute des bandes dessinées aussi peut-être, qui peuvent vous accompagner si vous êtes embêté en fait pour évoquer
ce thème-là. Il y a des films aussi, il y a Coco, je crois, qui parle de ça. Enfin, il y en a plein d'autres, des dessins animés, je veux dire. Donc, en tout cas, c'est l'occasion à la fois de lui envoyer beaucoup de tendresse, peut-être qu'il n'y a aucun mot à mettre, et juste beaucoup de douceur, beaucoup d'accompagnement, de suivre son rythme, de lui dire aussi que c'est normal en fait de pouvoir ressentir ça, que c'est ok en fait, ou ne pas le dire. Après, j'ai envie de dire, là, on s'adapte en fait au fonctionnement de chacun et au rythme de chacun. Il y en a qui vont aller très vite et puis il y en a d'autres qui vont être dans cette difficulté de transition. Ça vient aussi réveiller d'autres choses, hein, c'est la séparation. Donc forcément, ça vient se connecter peut-être à d'autres séparations qu'elle a vécues en amont, la séparation peut-être dès la naissance, des mémoires de séparation qu'elle porte en elle, qui sont soit transgénérationnelles, soit, si on y croit, d'autres vies. En tout cas, ça peut faire écho aussi, voilà, à d'autres espaces qu'elle porte en elle. Donc voilà, ça ouvre effectivement à plein de possibilités, à des prises de conscience aussi, à des postures que nous, en tant qu'adultes, on a aussi. Est-ce qu'on ne peut pas modifier des choses? Et du coup, j'ai envie de te poser cette question-là, c'est et toi, en tant qu'adulte, ou en tant que petite fille qui vit en toi, comment c'est pour toi cette mort aussi? Est-ce que ça te touche? Quelles sont tes croyances par rapport à ça? Comment tu vis la mort? Comment tu abordes ça? Quels mots tu arrives à mettre ou pas? C'est aussi l'occasion pour toi d'aller explorer ce domaine-là. Et d'aller voir en fait les résistances que tu peux avoir, les tristesses qui sont peut-être présentes par rapport à des deuils que tu as vécus et qui ont été peut-être difficiles. Voilà, c'est aussi peut-être cette occasion d'en parler avec ta fille, d'expliquer aussi ce que tu as pu traverser si tu as vécu ce genre de deuil. De lui exprimer en fait comment tu as pu te sentir. Comment tu peux te sentir encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des choses qui sont vivantes en toi par rapport à ce deuil-là? Et aussi, tu peux lui dire comment tu as transformé cette expérience-là, quelles sont les choses que tu as apprises au travers de ces expériences de deuil, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu en as compris? Enfin voilà, ça peut vraiment être cette ouverture aussi, de créer des ponts pour parler aussi de ta propre expérience. Voilà, je vous fais plein de bisous à tous. Alors, ton avis, si tu en as un, je sais pas. Comment faire la différence entre une âme qui nous visite juste comme ça et, alors la suite c'était sur l'autre question et je n'arrive pas à faire de copier-coller ni à écrire, juste comme ça, et une âme qui veut passer de l'autre côté. Alors, je connais celle qui pose la question, je te vois là, et j'ai envie de faire comme les psys font, c'est-à-dire quand on te pose une question, le psy répond par une question. Donc, je vais te répondre par une autre question. Qu'est-ce que tu sais déjà, toi là? Qu'est-ce que tu sais déjà que tu te fais croire que tu ne sais pas? Es-tu sûr que tu ne sais pas faire la différence entre une âme qui te visite juste comme ça et une âme qui veut passer de l'autre côté? Voilà, donc ça, ce sera ma question qui répond à ta question. Bon, mais je vais pas faire ma chienne. Alors, comment on sait? Bah écoute, moi je suis pas non plus une experte par rapport à ça et je crois en tout cas que peut-être on a tous un petit peu notre mode d'emploi et notre manière de ressentir les choses. C'est pour ça que j'ai à peine envie de répondre à ta question parce que je suis quasi persuadée à 99,99% que tu as déjà la réponse. En tout cas, moi, si je vous partage mon expérience, c'est que je vais être invitée à avoir comme une discussion en fait à l'intérieur de moi, ce qui pourrait donner cette impression que je suis un peu schizophrène et peut-être que je le suis un peu dans certaines parts, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'insistance est peut-être pas la même. Et puis, alors, moi, je suis en question par rapport à cette histoire de passage de l'autre côté. En fait,
j'ai pas forcément cette conception-là, ce qui est évidemment que mon point de vue et que ma réalité des choses. J'imagine plutôt des histoires comme des strates avec des consciences différentes et on peut accompagner, ou en tout cas ceux qui se sentent dans ces choses-là, c'est accompagner certains êtres qui sont devenus invisibles dans la chair à passer des strates. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vis quand je suis amenée à faire ce genre d'accompagnement. Et donc, en fait, j'ai comme des dialogues intérieurs entre moi et cette énergie-là que je perçois. Et c'est donc au fur et à mesure de ces discussions, quand je suis OK aussi avec le fait de faire une discussion, parce que je ne suis pas non plus au service du monde invisible, ça c'est important en fait d'en prendre conscience et de ne pas se rendre disponible H24 parce qu'autrement ça serait sans fin. Mais en tout cas, quand que ça se pose, eh bien c'est dans la discussion que je vais sentir en fait et que je vais avoir des informations qui vont me permettre de savoir. Donc la question c'est aussi qui nous visite juste comme ça, est-ce que c'est un être qui est juste de passage, c'est-à-dire qui vient juste tâter le terrain et qui reprend sa route après? Dans ces cas-là, j'aurais envie de dire qu'il n'y a rien à faire. Moi, de plus en plus, je suis dans cette idée que si on m'a rien demandé, j'interviens pas en fait. Voilà. Un peu comme dans ce monde de la réalité, c'est-à-dire que quand on vient pas me chercher, je vais pas aller chercher les choses en fait. Voilà. C'est comme si en fait je voulais absolument aider quelqu'un, un patient, alors qu'il n'est pas encore venu toquer à la porte de mon cabinet. Vous voyez, c'est un peu la même idée. Donc je suis de plus en plus dans cette idée que j'accompagne les êtres qui amènent une demande claire. Voilà. Alors qu'est-ce qu'une demande claire? Ça peut passer par un tiers, quelqu'un, un membre de la famille, etc., qui souhaite que je mette en place une communication. Et effectivement, par moment, je sens une insistance. Alors moi, ça se manifeste dans mon corps, avec un truc un peu bizarroïde, un peu chelou, qui fait qu'à un moment donné, je vais me poser des questions et que je vais me rendre compte qu'il y a quelqu'un qui vient toquer à ma porte. Voilà. Donc je pose un cadre et j'accompagne. Est-ce que je réponds à ta question? Je n'en suis pas sûre, parce que peut-être ce que je vais te demander, c'est quels sont tes ressentis? Est-ce que toi, tu fais des différences entre une visite juste comme ça et une visite insistante? Je suis quasiment sûre en fait que tu as déjà des ressentis, des réponses, et que tu sais, et c'est surtout quelle disponibilité aussi tu laisses à ces manifestations-là. Est-ce que tu te rends disponible tout le temps, ou est-ce que tu as des heures de bureau? J'aurais envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, que ce soit une visite juste comme ça, ou une visite avec un passage vers d'autres strates ou vers l'autre côté, enfin ça dépend des croyances, c'est open bar H24 quoi. Voilà, donc c'est la question qui me vient, à voir si ça te répond. N'hésite pas à m'envoyer un autre message si je suis complètement à côté de la plaque et que j'ai fait hors sujet, et là que j'ai un zéro pointé. Alors j'ai peur qu'en parlant de la mort avec mon fils, ça fasse venir des peurs. Alors je trouve que la question est déjà super intéressante en soi, parce que ça me rappelle en fait une période de ma vie. Alors il y a quelques années, je crois que c'était vraiment quand j'étais beaucoup plus jeune, où, pendant laquelle je crois qu'il y a des sujets vraiment que j'abordais pas, parce que je me disais que si j'en parlais, ça allait faire venir, vous savez, cette espèce de pensée magique que si on en parle, forcément, ça va le créer. Ça peut, effectivement, quand les mots sont porteurs d'énergie et sont donc créateurs, mais ça dépend aussi de l'intention et l'énergie qu'on met avec tout ça. Donc je ne crois pas en fait que parler de la mort avec ton fils fasse venir des peurs. Peut-être qu'il en a déjà. Et ça c'est sympa parce que je suis en train de te rassurer sur le truc. Il en a peut-être pas du tout. D'ailleurs c'est peut-être pas du tout dans son monde pour le moment. Ça dépend aussi de l'âge qu'il a. En tout cas, je ne crois pas que ça puisse faire venir des peurs. Je pense que ouvrir la discussion, quelle qu'elle soit, quels que soient les sujets,
invite à la réflexion et alors évidemment tout dépend comment on mène la discussion, c'est toujours ça, c'est est-ce qu'on fait des discussions avec euh, dans laquelle on met nos points de vue et dans laquelle on oblige un peu l'autre à penser comme nous. Est-ce qu'on amène la discussion en essayant à tout prix de rassurer ou est-ce qu'on amène la discussion dans cette ouverture, c'est-à-dire dans ce partage où on a une manière de voir les choses, on a une manière de se positionner, mais aussi on est ouvert en fait à ce que l'autre nous amène. C'est parfois compliqué, hein, c'est difficile. Des fois, on a envie de défendre notre bout de gras, défendre nos points de vue. Il nous semble essentiel et du coup, on a plus de mal à s'ouvrir au point de vue de l'autre. Mais en tout cas, quand on ouvre la discussion avec en tout cas le plus de disponibilité possible, je pense vraiment que c'est toujours intéressant parce qu'il y a cet intérieur, hein, l'expression, c'est quand même mettre la pression qu'on a à l'intérieur à l'extérieur, donc c'est pouvoir exprimer aussi ce qui est vivant en nous, ce qui est unique en nous, et donc ça ouvre à plein de choses, ça ouvre aussi à la capacité de définir plus notre point de vue, ça permet aussi de développer notre pensée, de mettre des mots sur des choses des fois qui sont très flou. Il y a des fois, c'est pas le moment de la discussion, hein. On peut être juste au niveau de l'émotionnel, du ressenti, et il faut accepter aussi par moment que ça soit pas le moment en fait de mettre des mots. Mais en tout cas, si ton fils est ouvert pour ça, moi, je trouve ça toujours très intéressant. Et puis, c'est pas parce qu'on pose des mots et qu'on dit des choses que on ne peut pas reprendre, même dans l'après-coup, des choses qu'on a dites. C'est-à-dire qu'on peut dire des choses dans un moment, puis dire, écoute, j'y réfléchi, j'ai repensé. En fait, je trouvais intéressant ce que tu formulais, ou je me suis dit que je voyais pas les choses de la même manière. Est-ce que tu veux que je te partage? Enfin voilà. C'est un instant T. Voilà, tout peut être repris, peut être discuté, donc c'est toujours intéressant. Mais en tout cas, la question c'est déjà, est-ce que ton fils t'a questionné par rapport à ce sujet-là? Je crois qu'on n'est pas non plus obligé de forcer une porte si elle s'est pas ouverte en fait, hein. Pourquoi parler de la mort entre le fromage et le dessert, le truc qu'on fait pas forcément. Mais bref, c'est pour dire le cheveu, enfin voilà, le truc qui arrive comme un cheveu sur la soupe, alors que l'autre n'a rien demandé en fait. Donc c'est déjà voir le contexte. Est-ce que ton fils est demandeur de cette conversation sur la mort? Alors parfois ils peuvent être demandeurs mais ils ne le montrent pas, ou parfois ils peuvent aussi être dans le rejet de la discussion alors que pourtant ça serait intéressant qu'on ouvre la conversation. Mais tout ça c'est aussi dans ce lien, dans cette danse, hein, de la communication et de la relation, c'est d'y aller, d'oser ouvrir un petit peu la porte si la porte est fermée, mais de voir comment il réagit en face. Peut-être qu'il a envie mais qu'il a des peurs, enfin voilà. Donc tout ça c'est cette danse, et ça je peux pas trop répondre parce que l'idéal ça serait dans cet échange évidemment tous ensemble. Mais en tout cas si lui vient poser des questions, en tout cas je trouve intéressant qu'on y réponde, et si on n'a pas les réponses on peut le dire, on peut dire écoute je sais pas quoi te répondre ou je sais pas quoi te dire parce que j'ai pas la réponse, mais on peut aller chercher ensemble des possibilités de réponse. Je ne sais pas si c'était enregistré avant. Voilà. Ou alors on peut l'orienter sur autre chose. Pareil, sur un dessin animé, sur une BD, sur un livre, sur une tierce personne qui serait en capacité de répondre. Ou alors on peut questionner si on est dans un couple parental avec deux représentants. On peut aller questionner l'autre représentant, donc le papa par exemple, ou la maman, enfin bref, tout dépend de la structure familiale. Mais en tout cas, aussi s'autoriser à dire qu'on ne sait pas, ou qu'on n'y arrive pas. Mais qu'on peut y réfléchir, qu'on va y réfléchir et qu'on va voir ce qui vient. Et puis, comme je disais pour une autre question, c'est est-ce que toi, quand tu as envie de te parler de la mort, ou quand tu t'évoques ce sujet-là, est-ce que tu as peur que ça fasse venir des peurs? Et du coup, tu évites le sujet.
Voilà, parce que nos enfants sont des beaux miroirs de ce que on vit à l'intérieur de soi, qu'on n'a pas forcément exploré. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vis et je le perçois. Et effectivement, les peurs que tu évoques, peut-être que c'est des peurs que tu portes en toi. Donc, est-ce que tu t'autorises, toi, à aller voir et à aller te questionner par rapport à ta relation à la mort? Ou est-ce que tu es dans une fuite du sujet parce que tu as peur justement que ça fasse venir des peurs et que tu sois submergé par ces peurs-là, que tu n'arrives pas du tout à les dépasser? Et je ne suis pas du tout dans le jugement, évidemment, parce qu'on a le droit d'avoir des peurs et d'avoir peur d'être submergé par ces peurs. En tout cas, ça peut être juste d'aller observer ça, et on peut aussi, si on a envie, le dire à son enfant, c'est pas non plus obligé, mais en tout cas, ça peut être déjà une première prise de conscience qui peut être intéressante, et une première lumière. Donc une première lumière qu'on met en soi, c'est-à-dire juste de se dire, ah tiens, pour l'instant, quand j'entends le mot mort, en fait, je me fuis tout de suite parce que j'ai peur que ça fasse venir des peurs. Voilà. Et c'est déjà de mettre la lumière avec ça et de s'offrir beaucoup d'amour par rapport à ça. Parce qu'on fait du mieux qu'on peut. Voilà. Et qu'est-ce que ça va donner si tu t'offres cet amour-là et cette prise de conscience-là? Qu'est-ce que ça va déjà permettre comme transformation à l'intérieur de toi? Voilà ce que je peux t'en dire, ce qui me vient. Alors, grosse peur de mourir pour mon fils de 6 ans. Il ne veut plus éteindre sa lumière la nuit. Oh là là, mais qu'est-ce que je comprends? Parce que ça me rappelle des grosses peurs quand j'étais petite. Alors, j'avais pas forcément peur de mourir, mais j'avais d'autres peurs, donc je comprends. Alors, 6 ans, il est peut-être rentré en CP, ce petit loulou, qui est une classe quand même pas anodine. C'est l'apprentissage de la lecture, donc c'est un apprentissage d'une forme de séparation. Puisque apprendre à lire, c'est être capable d'entendre le discours de quelqu'un qui n'est pas là, puisque c'est écrit dans un livre, la personne physique n'est pas là. Donc c'est vraiment être capable d'imaginer le vivant, même quand il y a l'absence physique. C'est ma traduction, je ne sais pas si les psys diraient la même chose, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu parfois observer, c'est que à cette période-là de la vie, en tout cas, ça vient réveiller une nouvelle séparation. Hein. C'est souvent une classe aussi où on demande à l'enfant d'être vachement plus autonome. En fait, on lui demande de pouvoir rester seul, de pouvoir se débrouiller seul, de pouvoir apprendre plus facilement seul, de moins s'amuser, de rester plus en place. Donc il y a cette notion d'enfant libre, hein, cette vie-là qui est quand même dans une forme de circulation quand ils étaient en maternelle, qui devient beaucoup plus... comment dire, beaucoup plus cadrée et qui doit déjà commencer à se formater et à rentrer dans un système. Voilà, donc ça peut effectivement, hein, vous voyez, cette compression de la vie là, ça peut faire peur parce que ça vient aussi poser la question de est-ce que j'ai envie de grandir en fait et de devenir comme ces adultes? D'ailleurs, c'est un sujet qu'on a abordé il n'y a pas longtemps avec une copine dont la fille posait cette question-là, se disait, est-ce que ça vaut le coup de grandir en fait quand je vois les adultes comme ça? Bon, je pense que je suis un peu en train de faire une sortie de route, mais en tout cas pour dire que quand même cette classe de CP, c'est pas obligatoire pour tout le monde, mais ça peut être une classe qui est quand même assez bouleversante pour un certain nombre d'enfants parce qu'il vient se jouer beaucoup de choses, entre autres quand même une séparation supplémentaire qui demande de monter une marche d'une certaine manière, hein, dans l'autonomie et dans la séparation. Donc il y a peut-être des choses de cet ordre-là qui sont en train de se jouer déjà pour ton fils. Donc peut-être le questionner sur comment il vit son CP, quel lien il a avec la lecture. Peut-être qu'il peut être très enjoué d'apprendre à lire, peut-être qu'il peut se sentir super motivé le temps qu'il est en classe. Et puis malgré tout, ça lui demande quand même une forme de pression, une certaine pression, hein, des inquiétudes sur sa réussite, est-ce qu'il répond aux injonctions, etc. Donc il peut relâcher un peu toute cette pression le soir et la nuit et se retrouver face à des inquiétudes qu'il n'a pas pu formuler pendant la journée. Donc ça peut être ça, voilà. Cette notion de mourir, hein, c'est mourir un peu à lui-même, c'est-à-dire mourir à l'enfant qu'il était, cet enfant qui était beaucoup plus...
dans une forme de, comment dire, de, mince, j'ai pas le mot, mais de liberté en fait, pas naïveté, mais vous voyez cette légèreté en fait, hein, où les enfants sont dans un temps beaucoup plus présent. C'est vrai qu'au CP, on commence aussi de plus en plus à apprendre la notion du temps. On les ancre beaucoup plus dans ce temps linéaire qui est fractionné, donc qui est séparé. Voilà, donc il y a plein de prises de conscience pendant ces périodes-là d'âge qui peuvent amener pas mal d'inquiétudes et d'angoisse. Alors ça peut être transitoire, ça peut voilà juste être accompagné, d'entendre, d'accompagner avec des mots, avec des ressentis, de faire, de manifester sa présence au-delà de tout ça. Et puis, si vous vous sentez à un moment donné débordé, si vous n'avez plus les mots, vous n'y arrivez pas, l'intérêt c'est aussi de pouvoir faire appel à un tiers. Donc ça peut être un psy, hein, mais un thérapeute, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui peut être ressource, hein, un ami, une amie qui a cette distance aussi émotionnelle, moins d'affect et qui va peut-être pouvoir trouver des choses ou des mots ou qui va pouvoir parler de sa propre expérience aussi quand il était enfant et qui peut rassurer aussi, hein, surtout ce remue-ménage intérieur qui est en train de traverser ton fils. Et puis, alors quand on a cette croyance-là, hein, évidemment, du monde invisible, je me permets quand même de l'évoquer parce que ça arrive chez beaucoup d'enfants. Il y a des enfants qui ont des capacités encore très ouvertes sur le monde invisible et sur les connexions et qui, du coup, peuvent percevoir des choses au moment du coucher et de la nuit. Voilà. Donc ça, évidemment, pour ceux qui ne sont pas dans ces croyances-là, bah, vous passez. Vous passez ce passage-là. Et autrement, bah, effectivement, hein, il y a des enfants, et j'en ai eu pas mal en séance, quand on ouvre cette porte-là, en tout cas à la communication, hein, à la relation, à l'échange. Il y a des enfants qui m'ont partagé le fait qu'effectivement, ils avaient des personnes dans leur chambre la nuit, hein, en tout cas qui voyaient des choses, ou qui entendaient des choses, ou qui sentaient des choses. Et donc ça, évidemment, puisque c'est des sujets qui sont complètement édulcorés, voire quasi absents dans notre réalité, dans notre société, ce qui est plus présent dans d'autres sociétés, hein, clairement, ou dans d'autres pays. Mais en tout cas, dans le nôtre, ça vient de plus en plus, mais c'est quand même très absent. Ça peut être très flippant pour ces enfants-là qui n'ont pas de réponse et n'ont pas d'explication, ou alors sont complètement rabroués ou remis à leur place par les adultes qui leur disent mais non, il n'y a rien, t'inquiète pas, tout va bien. L'enfant, il n'arrête pas de vous dire qu'il sent un truc sous le lit et le parent va dire mais non, il n'y a rien, je te dis que c'est bon. Ce qui est complètement compréhensible, surtout quand on n'a pas ces perceptions-là ou ces croyances-là, évidemment. Mais en tout cas, moi j'aime bien ouvrir le sujet. Bah parce que je peux juste constater qu'il y a des enfants qui effectivement ont témoigné de certaines choses et que donc, quoi qu'il en soit, même si c'est pas vrai, la parole de l'enfant est importante et que si c'est ça qu'il vit dans cet instant, je ne peux que entendre et laisser la place à cette parole-là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on en fait après de cette parole-là? En fait, ça va dépendre des enfants. On peut ouvrir sur cette discussion-là. Évidemment, ça ouvre sur la question de la vie, de la mort. Et puis, ça ouvre sur la puissance qu'on a au-delà de tout ça, c'est-à-dire est-ce que dans la vraie vie on accepterait que est-ce que votre enfant de 6 ans accepterait que n'importe qui rentre dans sa chambre la nuit, voilà. Donc même si on y croit, on n'y croit pas, ça peut être juste ça, c'est le remettre au centre de sa puissance et de son plein pouvoir, c'est-à-dire lui dire si ces gens tu les veux pas dans ta chambre, tu leur dis de dégager. Alors évidemment, il y a des enfants qui ne vont pas se sentir en capacité hein, d'incarner cette énergie-là. Je trouve que c'est toujours intéressant en tout cas de les remettre dans leur centre et de leur dire que c'est toujours eux qui décident de ce qui est bon ou pas bon pour eux et que personne n'a le droit de prendre le pouvoir sur eux. Vous voyez, ça ouvre sur plein de conversations, hein. C'est-à-dire qu'on peut après ouvrir la conversation sur le droit
quel droit on laisse par rapport à notre corps, par rapport à notre pensée, etc. Ça ouvre à plein de discussions. En tout cas, sur cette discussion-là, écoute, c'est ton espace, c'est ton domaine, c'est ton intimité. Si tu ne veux pas de ces êtres-là, tu leur dis de partir parce que c'est chez toi. Voilà. Et puis on peut s'amuser à faire des petits rituels. Vous pouvez l'accompagner dans ce sens-là pour que ce soit plus facile. Voilà. N'hésitez pas à faire preuve aussi de votre créativité, de votre imagination. Moi, je suis en train de vous suggérer des choses. C'est pas la vérité. Je le dis et je le redis. C'est que mon point de vue, c'est mon angle de vue qui évidemment va pas parler à tout le monde, pas parler à tous les enfants, ni parler à tous les parents. Donc, c'est aussi de voir ce qui résonne en vous, quelle est votre vérité de l'instant. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec votre enfant et puis qu'est-ce qui fonctionne dans l'instant. Soyons pragmatiques aussi, peut-être qu'il y a des enfants ou juste de leur dire écoute, je suis là à côté, t'inquiète pas, tout va bien, on est là pour te protéger, tu n'es pas seul, même s'il y a le mur qui nous sépare, on est les uns à côté des autres, dans la même maison, enfin rappeler cette espèce d'unité, peut-être que ça peut leur suffire aussi, donc c'est vraiment à adapter à chacun. Bon, tout ça pour dire que, en conclusion, c'est intéressant d'aller le questionner sur peut-être les peurs qui sont en train d'émerger en ce moment au niveau scolaire, au niveau relationnel, voilà. D'y aller évidemment toujours avec la délicatesse dont on peut faire preuve, c'est-à-dire de ne pas être en mode bourrin, à vouloir absolument avoir des réponses. Il y a des enfants qui ne sont pas prêts à mettre des mots, donc c'est accepter aussi que le rythme de votre enfant ne soit pas forcément le même que vous. Donc choisir aussi les temps où vous avez envie d'entrer en communication, en relation avec l'autre. S'il est occupé devant un jeu vidéo, par exemple, et que vous rentrez, alors bon là je sais pas, il a 6 ans, bon s'il est en train de regarder un dessin animé et que vous arrivez et que vous commencez à le questionner, il est peut-être pas dans sa disponibilité pour répondre aux questions, donc c'est peut-être pas le moment. Donc c'est d'accepter aussi que ce soit pas le moment, comme pour nous, c'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est pas le moment, où il y a des moments où on n'a pas envie de mettre des mots, mais en tout cas vous pouvez planter des graines, et peut-être que ces graines-là vont germer et qui va revenir vers vous, et qui va vous poser des questions, ou qu'en tout cas, ça va faire émerger une réflexion en lui. Peut-être pas non plus, peut-être que c'est pas le moment, que ça sera peut-être pas tout de suite. En tout cas, plein de courage aussi à vous les parents, parce que je sais que quand son enfant commence à partir dans des peurs comme ça et que ça concerne le moment du passage au dodo, alors que en tant que parent, on a envie d'une chose souvent le soir, c'est d'avoir un temps disponible, libre, dans le calme, tranquille, etc. Et qu'il y a cette récurrence des questions, ou en tout cas ce refus d'aller se coucher, etc. qui viennent, ça peut être totalement épuisant. Donc plein de courage à vous. Peut-être qu'il y a des compromis à trouver qui sont beaucoup plus pragmatiques. Je ne sais pas lesquels. Peut-être qu'il y a un temps d'histoire à remettre en place. Est-ce que l'histoire est encore conservée vu qu'il est rentré en CP, ou est-ce qu'elle a été annulée? Enfin, il y a tous ces trucs. En tout cas, plein de courage aussi à vous, parce que peut-être qu'il y a des soirs où vous aurez juste envie de dire je n'ai plus envie d'entendre tes questions et tes peurs de mourir, je veux juste être tranquille, s'il te plaît, va te coucher. Voilà. Donc évidemment, vous avez le droit aussi à ça, parce qu'il y a des moments où on n'en peut plus, parce qu'on a juste besoin de s'entendre soi. Voilà. Si jamais aussi, dernier truc, et puis après j'arrête, peut-être que vous avez eu ces peurs-là aussi quand vous étiez petit. Donc peut-être que c'est le moment aussi de partager sur ces peurs-là, vous dire ah là là mais je comprends, mais moi j'ai eu tellement peur aussi quand j'étais gamine, puis je comprenais pas pourquoi, puis mon père il disait ça, ma mère elle faisait ça, puis à chaque fois il me disait va te coucher, je veux plus t'entendre, par exemple mon père il faisait ça, et puis moi j'étais tout seul dans mon lit, et puis je pleurais, enfin voilà. Bon là je suis en train de vous raconter un scénario, il pourrait y en avoir 40 000 évidemment, mais voilà, ça peut être aussi l'occasion de partager aussi vos peurs respectives pour lui montrer que... alors ça a coupé, donc ce qui fait que je ne sais plus trop ce que j'étais en train de dire, mais je crois que je parlais de cette croyance que les enfants avaient sur l'idée que les adultes n'ont jamais peur, que tout va bien pour eux, que tout est ok. Il y a vraiment des enfants qui ont cette perception-là.
Et je rigole parce que je suis en train de vous montrer ce que c'est qu'une pensée en arborescence, c'est-à-dire que j'ouvre un tiroir, qui ouvre un tiroir, qui ouvre un tiroir. Donc je pourrais vous faire des stories à tout va, mais je vais m'arrêter à un moment donné. Tout ça pour vous dire que, en tout cas, de partager avec son enfant les peurs qu'on a eues nous-mêmes enfants et les peurs qu'on a encore aujourd'hui, c'est leur montrer qu'on n'est pas des sur-êtres, sur-êtres, hein, ça se dit pas c'est tout moche, des sur-êtres, même s'il y a une part de nous qui est évidemment hyper puissant, mais c'est aussi montrer que on a de la vulnérabilité en nous, qu'on a nous aussi ces peurs-là, qu'on a vécu des peurs enfants, qu'il y a des peurs qu'on a réussi à dépasser, qu'il y a des peurs qui restent encore engrammées, il y a des peurs qu'on n'arrive pas à dépasser. On peut partager aussi ce qu'on a fait pour dépasser certaines peurs. Et puis on peut même se lancer des challenges entre parents et enfants sur des peurs qu'on a envie de dépasser l'un et l'autre et comment on pourrait s'accompagner pour les dépasser. En tout cas, de mon point de vue, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que on pète aussi, on casse cette hiérarchie du parent et de l'enfant, c'est-à-dire on est au même niveau, on est tous à vivre dans cette réalité, sur cette planète qui parfois nous fait vivre des expériences super difficiles, nous challenge tous, quel que soit l'âge, et qu'on est tous pareils. Donc nous, on a cumuler des expériences au fil du temps qu'on peut partager avec notre enfant, mais notre enfant, il a aussi des choses à nous partager de sa manière de voir le monde, de ses expériences et de comment il l'entend, il le comprend. Et si ça se trouve, il a des réponses qui pourraient bien nous aider. Donc tout ça pour dire que moi, je trouve que c'est des vrais cadeaux, en fait, de se montrer. C'est pas toujours facile et on n'a pas toujours envie et on a le droit aussi de ne pas le faire. Mais en tout cas, ça peut ouvrir à des partages intéressants et ne serait-ce que d'aller rencontrer son fils là où il en est, c'est-à-dire dans cette peur-là, et que c'est pas grave et que on a le droit d'avoir ça, on a le droit d'avoir ses peurs, que c'est compréhensible. Ça peut être mais tellement flippant, en fait, si c'est une vraie peur de mourir, parce que peut-être il a vécu aussi un décès autour de lui, c'est-à-dire que la personne disparaît, mais ça peut être carrément flippant pour un cerveau, en fait, pour un être humain, c'est-à-dire que d'un seul coup, les êtres qu'on aime profondément disparaissent. Et ben, ça peut être... Il y a une part de nous qui ne peut pas entendre ça, en fait. Il y a une part de nous qui est dans cette impuissance totale face à cette réalité-là. Donc c'est aussi d'accueillir, en fait, cette part-là qui est complètement démunie face à cette vie dont on n'a pas le contrôle. En fait, il y a cette question-là aussi. Hein. Mais je vais m'arrêter parce qu'autrement, je repars sur une autre ouverture de tiroir et autrement, je vais faire des stories qui ne s'arrêtent jamais. Donc, sur ce, j'arrête.